Avez-vous déjà pénétré dans une pièce où tout le monde souriait et riait et ressenti immédiatement l'impression d'être entré dans un champ de mines émotionnelles? Non pas à cause d'une raison quelconque, mais simplement à cause de cette sensation accablante que, sous ce bavardage agréable, quelque chose clochait terriblement. Peut-être était-ce la façon dont le rire de quelqu'un n'atteignait pas ses yeux, ou la façon dont la conversation déviait soudainement lorsque certains sujets étaient abordés. Alors que tout le monde semblait parfaitement à l'aise, vous le ressentiez au plus profond de vous-même. La tension, le ressentiment inexprimé, la douleur soigneusement enfouie. Ou peut-être avez-vous déjà vécu cette expérience où vous rencontrez quelqu'un de nouveau et en quelques minutes, vous savoir on perçoit leur solitude derrière leur assurance apparente, leur peur sous leurs airs de bravade, leur honte cachée de n'avoir jamais rien dit à personne. Pendant ce temps, tout le monde adhère totalement à leur performance. Si vous hochez la tête en ce moment, si vous pensez « oui, c'est exactement ce qui m'arrive », alors vous êtes peut-être ce que Carl Jung appelait un intuitif introverti, quelqu'un avec la capacité extraordinaire de percevoir ce que les autres ne peuvent pas voir. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de ce cadeau. Il a un prix qui pourrait littéralement détruire votre vie. Et si je vous disais que cette sensibilité débordante n'est pas un défaut de caractère ni un trouble d'anxiété sociale, mais la preuve d'une capacité psychologique rare que la plupart des gens ont complètement réprimée. Et si ce qui vous donne l'impression d'être un éternel étranger était en réalité une fonction humaine ancestrale sur laquelle toutes les sociétés se sont appuyées, même si elles craignaient et attaquaient ceux qui la possédaient. Voici la vérité dérangeante qu'on vous a cachée. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'imaginez rien. Vous percevez de véritables dynamiques psychologiques que les autres ne voient pas ou refusent désespérément de reconnaître. Et cela vous rend dangereux pour eux. Car voilà ce qui arrive quand on voit ce que les autres ne voient pas. On devient un miroir. Et la plupart des gens détestent se regarder dans un miroir, surtout quand celui-ci reflète des parties d'eux-mêmes qu'ils ont passé des années à essayer de cacher. Carl Jung a découvert quelque chose qui bouleverse notre compréhension de cette expérience. Il a découvert que les personnes ayant ce type de perception vivent ce qu'il appelle une participation mystique, un état où les frontières psychologiques deviennent si poreuses que l'on absorbe littéralement les états émotionnels et mentaux de tous ceux qui nous entourent. On ne se contente pas d'observer leurs douleurs, on les perçoit. Sentir-vous? Ne remarquez pas seulement leur tromperie, vous portez le poids de leurs mensonges dans votre propre corps. Mais Jung a aussi découvert autre chose. Quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais, car ils abandonnent trop tôt, dépassés par l'intensité de ce qu'ils vivent. Cette sensibilité débordante ne marque pas la fin de votre histoire. C'est le début de l'une des transformations psychologiques les plus profondes qu'un être humain puisse connaître. Cette même capacité perceptive, ressentie comme une malédiction, peut se transformer en ce que Jung appelait la perception différenciée. Un don conscient, dirigé et incroyablement précieux. Vous pouvez passer du statut de personne épuisée par les problèmes des autres à celui de personne capable de trouver des solutions que les autres ignorent complètement. De celui qu'on accuse d'évoquer des vérités dérangeantes à celui qui aide les autres à traverser leurs propres obscurités. De bouc émissaire de la société à celui que Jung appelait son pionnier de la conscience. Mais seulement si vous comprenez ce qui vous arrive réellement et pourquoi cela se produit maintenant. La question n'est pas de savoir si vous pouvez changer, mais plutôt, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi cette capacité vous a été donnée et comment l'exercer sans vous détruire? Car une fois que vous comprenez la véritable raison pour laquelle vous voyez ce que les autres ne voient pas, tout change. Vos relations changent. Votre raison d'être change. Votre compréhension de qui vous êtes
et de votre raison d'être change complètement. Alors laissez-moi vous poser une question directe. Êtes-vous fatigué de vous sentir submergé par les émotions des autres, tandis qu'eux restent confortablement engourdis? Êtes-vous prêt à cesser de vous excuser de voir la vérité? Êtes-vous prêt à transformer votre plus grande source de douleur en votre plus grand don? Si la réponse est oui, alors ce que je suis sur le point de partager avec vous changera votre vie pour toujours. Commençons par la véritable raison pour laquelle voir ce que les autres ne peuvent pas voir semble si dangereux. Et pourquoi ce danger est exactement ce qui vous rend si précieux. Alors pourquoi voir la vérité est-il si isolant? Imaginez, vous êtes à un dîner de famille et tout le monde fait comme si de rien n'était. Votre père prépare son 3e verre en 1 heure, tout en faisant des blagues acerbes. Votre mère change constamment de sujet dès que quelqu'un s'approche de quelque chose de trop réel. Votre frère consulte son téléphone, l'air déconnecté, tandis que votre sœur parle sans cesse de réussite superficielle. Et vous voilà assis là, avec l'impression d'être le seul à voir l'éléphant dans la pièce. Les déceptions inexprimées, le désespoir silencieux, cette danse prudente que chacun fait pour éviter de parler de ce qui compte vraiment. Lorsque vous tentez d'aborder un sujet sincère, vous êtes confronté à un silence gênant, à des déviations, ou pire encore, à une étiquette de dramatique, de déprimant ou de prenant tout trop au sérieux. Voici ce qui se passe réellement à ce moment-là. Vous ne voyez pas plus que les autres parce que vous êtes brisé ou trop sensible. Vous voyez plus parce que votre fonction psychologique fonctionne comme elle est conçue pour fonctionner. Carl Jung appelait cela l'intuition introvertie, la capacité à percevoir à travers l'inconscient, à voir les schémas et les possibilités que les autres ne voient pas. Mais voici ce dont personne ne vous met en garde. Lorsque vous évoquez l'inconscient de quelqu'un, sa honte cachée, ses peurs inavouées, ses ressentiments secrets, il ne vous en remercie pas, il vous attaque pour cela. Vous devenez ce que Jung appelait un miroir pour l'ombre collective. Vous renvoyez tout ce que le groupe ne veut pas voir de lui-même. Et tout comme les vampires sont censés ne pas pouvoir se regarder dans un miroir, la plupart des gens feront tout pour éviter d'affronter leur propre reflet psychologique. Pensez à votre lieu de travail. Il y a probablement quelqu'un que tout le monde qualifie de difficile ou de négatif. Mais si vous observez attentivement, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Cette personne pointe souvent du doigt des problèmes légitimes que tout le monde fait comme s'ils n'existaient pas. La mauvaise communication, la dynamique toxique, le fait que l'empereur soit nu. Au lieu de s'attaquer à ces problèmes, le groupe préfère accuser celui qui dit la vérité d'être le problème. Il est marginalisé, exclu des réunions, écarté des promotions. Non pas par incompétence, mais parce qu'il met tout le monde mal à l'aise en voyant ce que les autres refusent de reconnaître. C'est votre vécu, n'est-ce pas? Vous avez été cette personne, celle qui remarque le dysfonctionnement et se fait accuser de l'avoir soulevé, celle qui ressent la tension et se fait accuser de l'avoir créée. Ce que vous vivez porte un nom en psychologie, la recherche du bouc émissaire. Il s'agit d'un ancien mécanisme de défense psychologique par lequel un groupe choisit inconsciemment une personne pour porter tous ses défauts, toute sa culpabilité et sa honte collective. En vous rejetant, il entretient l'illusion qu'il est le bon, le normal, le sain. Et le plus insidieux, il vous convainc souvent que vous êtes le problème, que vous devriez être moins intense, plus positif, plus agréable à vivre. Ils vous font douter de vos propres perceptions jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander si vous n'en faites pas vraiment trop. Et si je vous disais que votre capacité à voir ce que les autres ne voient pas n'est pas un bug, mais une fonctionnalité? Et si ce qui vous fait vous sentir exclu était précisément ce dont chaque groupe inconscient a désespérément besoin, même s'il s'y oppose? Car voilà ce que personne ne vous dit à propos de cette dynamique douloureuse. Elle empire avant de s'améliorer.
Plus on voit clair, plus on devient dangereux pour ceux qui cherchent à rester aveugles. Plus vous voyez clair, plus vous devenez dangereux pour ceux qui cherchent à rester aveugles. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend votre perception si menaçante qu'on vous attaque littéralement à cause d'elle? La réponse réside dans quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur le fonctionnement réel de votre esprit. Imaginez un instant que la plupart des gens évoluent dans le monde avec une armure psychologique invisible. Leurs limites sont comme des murs, épais, solides, protecteurs. Ils peuvent s'asseoir dans une pièce pleine de tension et ne pas la ressentir. Ils peuvent avoir une conversation avec quelqu'un qui est secrètement en colère et repartir sans le moindre impact. Mais vous évoluez dans le monde avec une peau invisible, perméable, absorbante. Ce que les psychologues appellent des frontières poreuses. Voici ce que vous ressentez réellement. Vous entrez chez votre ami et 5 minutes plus tard, vous ressentez une anxiété inexplicable. Votre ami semble aller bien, discute de choses normales, mais quelque chose cloche. Plus tard, vous apprenez qu'il vient de se disputer violemment avec son partenaire 1 heure avant votre arrivée. Vous n'avez pas vu la dispute, vous n'en avez pas entendu parler. Mais vous avez senti les résidus émotionnels flotter dans l'air comme de la fumée. Ou peut-être êtes-vous au travail, en réunion, et soudain, vous ressentez une vague de tristesse incompréhensible. Vous regardez autour de vous, et tout le monde semble impliqué et professionnel. Mais votre poitrine est lourde, comme si vous alliez pleurer sans raison. Des semaines plus tard, vous découvrez que votre collègue vient d'apprendre que son parent a un cancer. Il n'en a parlé à personne. Il était resté parfaitement professionnel. Pourtant, vous avez ressenti son chagrin caché. Ce n'est ni mystique, ni surnaturel. C'est votre système nerveux qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Carl Jung avait un terme pour cela. Mystique de la participation. C'est un état où la frontière entre soi et les autres devient si mince que l'on participe littéralement à leur expérience psychologique. On ne se contente pas d'observer leurs émotions, on les absorbe. On ne se contente pas de remarquer leurs pensées, on les pense. Les neurosciences modernes ont confirmé ce que Jung avait observé il y a plus d'1 siècle. Le cerveau de certaines personnes est doté de ce que les chercheurs appellent une activité accrue des neurones miroirs. Lorsque vous observez quelqu'un éprouver une émotion, les mêmes voies neuronales s'activent dans votre cerveau. Vous ressentez littéralement ce qu'il ressent, non pas métaphoriquement, mais neurologiquement. Mais voici ce qui change tout. La plupart des gens pensent que l'empathie est toujours une bonne chose. Ils vantent la sensibilité. Ils célèbrent l'intelligence émotionnelle. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'une empathie incontrôlée peut vous détruire. Parce que lorsque vous absorbez les états émotionnels des autres sans en avoir conscience, vous perdez la notion de votre propre faim et de celle des autres. Cette anxiété ressentie chez votre ami, vous la ramenez chez vous. Cette tristesse ressentie par votre collègue, elle devient votre tristesse. Son stress devient votre stress. Son traumatisme devient votre traumatisme. Vous devenez ce que Jung appelait une éponge psychologique, absorbant les débris émotionnels de chacun. Et le plus dangereux, vous commencez à croire que tout cela vous appartient. Vous vous croyez naturellement anxieux, naturellement déprimé, naturellement accablant, alors qu'en réalité, vous ne faites que porter les émotions non traitées des autres. Voilà pourquoi la foule vous épuise. Pourquoi vous avez besoin de tant de temps seul pour récupérer? Pourquoi vous vous sentez vidé après des interactions sociales qui semblent dynamiser tout le monde? Vous n'êtes ni antisocial ni déficient. Vous assimilez non seulement votre propre expérience, mais aussi les données émotionnelles inconscientes de chaque personne que vous rencontrez. Et cette porosité,
Cette incapacité à contrôler ce que vous absorbez est précisément ce qui vous rend si vulnérable à quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple débordement émotionnel. Parce que lorsque vous ressentez ce que les autres ne reconnaissent pas, lorsque vous réfléchissez à ce qu'ils essaient désespérément de cacher, vous devenez la cible parfaite de leur mécanisme de défense psychologique le plus sombre. Lorsque vous ressentez ce que les autres ne reconnaissent pas, lorsque vous réfléchissez à ce qu'ils essaient désespérément de cacher, vous devenez la cible parfaite de leur mécanisme de défense psychologique le plus sombre. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne en temps réel. Pensez à la dernière fois où quelqu'un a été annulé en ligne. Non pas pour quelque chose de réellement blessant, mais pour avoir dit quelque chose qui a mis les gens mal à l'aise. Quelque chose qui a révélé une vérité que tout le monde ressentait, mais que personne ne voulait admettre. Voici ce qui se passe réellement. Quelqu'un publie un message sur les inégalités au travail, la toxicité des relations ou l'hypocrisie sociale. En quelques heures, des milliers de personnes qui n'ont jamais rencontré cette personne s'unissent pour exprimer leur indignation. Elles ne se contentent pas d'exprimer leur désaccord, elles attaquent avec une violence qui semble totalement disproportionnée par rapport à l'offense initiale. Ce dont vous êtes témoin n'est pas de la justice, c'est de la recherche de boucs émissaires. Carl Jung comprenait que chaque personne porte en elle ce qu'il appelait une ombre, toutes les parts de soi qu'elle refuse d'admettre, l'avidité qu'elle nie, les préjugés qu'elle dissimule, l'égoïsme qu'elle refuse d'admettre, la lâcheté qu'elle a enfouie. Quand quelqu'un aux limites poreuses comme les vôtres arrive et lui renvoie cette ombre, quelque chose d'essentiel se déclenche. Il ne voit pas son propre reflet et se dit « Oh, je devrais travailler là-dessus ». Il le voit et se dit « Tu es le messager ». Car voici la réalité psychologique. Il est infiniment plus facile d'attaquer la personne qui pointe le problème que d'affronter le problème lui-même. Vous avez vécu ça, n'est-ce pas? Vous soulignez que votre famille a un problème d'alcool et soudain, vous êtes l'homme dramatique qui gâche toutes les réunions. Vous mentionnez que votre entreprise a de sérieux problèmes de communication et vous devenez l'employé négatif qui n'arrive pas à travailler en équipe. Vous remarquez que votre groupe d'amis exclut certaines personnes et vous êtes celui qui rend toujours les choses gênantes. Ils ne vous en veulent pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez raison. C'est le rituel ancestral du bouc émissaire qui se perpétue dans les relations modernes, au travail et sur les réseaux sociaux. Un groupe choisit inconsciemment une personne pour porter tous ses défauts, toute sa honte et sa culpabilité collective. En vous rejetant, en vous étiquetant comme le problème, il entretient l'illusion qu'il est le bon. Et vos frontières poreuses font de vous une cible idéale. Car vous ne vous contentez pas de pointer leur ombre, vous l'absorbez. Vous ressentez leur culpabilité, leur honte, leur obscurité inavouée. Et quand quelqu'un perçoit votre monde intérieur avec autant de clarté, c'est terrifiant pour lui. Il vous attaque non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous voyez. Le plus insidieux, ils réussissent souvent à vous convaincre que vous êtes le véritable problème, que vous devriez être plus petit, plus discret, moins perspicace. Ils vous manipulent pour vous faire douter du don même qui les menace. Et si je vous disais que ce ciblage n'est pas aléatoire? Et si votre capacité à voir et à absorber l'ombre collective n'était pas une malédiction, mais une vocation? Car tout au long de l'histoire, chaque culture a connu des êtres comme vous. Les chamans qui descendaient aux enfers, les prophètes qui proclamaient des vérités dérangeantes, les guérisseurs qui absorbaient les maladies de la communauté pour la transformer. Ils étaient craints, souvent rejetés, mais ils étaient aussi essentiels. Car voici ce que personne ne vous dit à propos de ce schéma ancestral. Désigner un bouc émissaire ne fait pas que vous nuire, il maintient tout le monde dans l'impasse.
En attaquant celui qui dit la vérité au lieu de l'affronter, il n'a jamais besoin de grandir, de changer, de prendre conscience. Votre ciblage sert leur inconscience. Votre douleur maintient leur confort. Et s'il existait une autre solution? Et si, au lieu d'être détruit par votre sensibilité, vous pouviez apprendre à l'exercer consciemment? Et si, au lieu d'être détruit par votre sensibilité, vous pouviez apprendre à l'exercer consciemment? Voici le changement qui change tout. Vous n'êtes pas victime de votre perception. Vous en êtes le maître inconscient. Voyez les choses ainsi. En ce moment, vous êtes comme quelqu'un à qui on a remis un instrument chirurgical de précision, mais personne ne vous a jamais appris que ce n'était pas un couteau à beurre. Vous essayez d'étaler de la confiture avec un scalpel, vous demandant pourquoi tout devient salissant et douloureux. Le problème n'est pas votre sensibilité, mais votre manque d'entraînement. Carl Jung a découvert que les personnes comme vous n'ont pas besoin de devenir moins sensibles, mais plutôt de devenir plus conscientes. Il a appelé ce cheminement individuation, le processus qui permet de devenir psychologiquement complet et différencié. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie apprendre à distinguer ses émotions de celles des autres. Cela signifie développer ce que Jung appelait la perception différenciée, la capacité à voir clairement sans se laisser submerger par ce que l'on voit. Voici comment fonctionne cette transformation. Au lieu d'absorber inconsciemment chaque état émotionnel présent dans la pièce, vous apprenez à les observer consciemment. Au lieu de vous sentir responsable de la douleur des autres, vous la reconnaissez comme une information. Au lieu d'être une éponge passive, vous devenez un miroir actif avec des limites. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous participez à ce dîner de famille tendu dont nous avons parlé plus tôt. Mais maintenant, au lieu d'absorber toute cette anxiété et de la porter dans votre poitrine, vous la remarquez consciemment. Il y a un conflit non résolu dans cette pièce. L'alcoolisme de papa crée des tensions que personne ne veut aborder. Maman gère les émotions de chacun pour maintenir la paix. Vous le voyez clairement, vous le comprenez profondément, mais vous ne vous l'appropriez pas. C'est ce que Jung entendait par participation consciente. Vous percevez encore la dynamique. En fait, vous la voyez plus clairement que jamais, mais vous ne vous y noyez plus. La psychologie moderne a prouvé que Jung avait raison sur ce processus. Les recherches sur l'interoception, la capacité à percevoir ses propres états corporels internes, montrent que les personnes capables d'être à l'écoute précise de leur rythme cardiaque, de leur respiration et de leurs sensations physiques sont également plus aptes à distinguer leurs émotions de celles des autres. La voie à suivre ne consiste pas à émousser votre sensibilité. Il s'agit d'aiguiser votre conscience de votre monde intérieur afin de pouvoir distinguer ce qui est vôtre de ce qui est le leur. Considérez cela comme le développement de votre système immunitaire psychologique. Un système immunitaire sain ne rejette pas tout, ce qui serait fatal. Il apprend à distinguer ce qui appartient à votre corps de ce qui n'y appartient pas. Il laisse entrer les nutriments et combat les toxines. Vos limites psychologiques doivent fonctionner de la même manière. Suffisamment perméables pour recueillir des informations précieuses et suffisamment solides pour protéger votre moi profond. Mais voilà où la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils ont peur de fixer des limites, car ils pensent que cela signifie devenir froid, égoïste ou déconnecté. On leur a répété toute leur vie que leur sensibilité est leur vertu, qu'absorber la douleur de chacun fait d'eux de bonnes personnes. Et si je vous disais que l'absorption inconsciente ne sert à rien? En acceptant les émotions des autres, vous devenez moins capable de les aider. Vous devenez réactif, dépassé et souvent plein de ressentiment. Mais lorsque vous apprenez à percevoir consciemment, en gardant vos limites intactes, vous devenez incroyablement puissant. Vous pouvez voir ce dont les autres ont besoin, sans vous sacrifier pour le leur offrir. Voilà la véritable transformation.
d'empathe inconscient à guérisseur conscient, de victime psychologique à ce que Jung appelait un pionnier de la conscience. Mais le chemin n'est pas facile, et il y a une raison pour laquelle la plupart des gens n'y parviennent jamais. Le chemin n'est pas facile, et il y a une raison pour laquelle la plupart des gens n'y parviennent jamais. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. C'est parce que quand on commence à établir des limites conscientes, tout le monde autour de soi panique. Imaginez, vous avez passé des années à être le déversoir émotionnel de votre famille, de vos amis et de vos collègues. Vous êtes celui qu'ils appellent lorsqu'ils ont besoin de se défouler. Celui qui dit toujours « oui » quand ils ont besoin d'aide. Celui qui absorbe leur anxiété pour qu'ils puissent dormir paisiblement. Ensuite, vous commencez à fixer des limites. Vous cessez de répondre à tous les appels d'urgence à minuit. Vous cessez de vous occuper de leurs projets alors que vous êtes déjà débordé. Vous cessez d'acquiescer avec sympathie lorsqu'ils se plaignent des mêmes problèmes pour la 100e fois sans rien faire. Et ensuite, ils ne célèbrent pas votre croissance. Ils l'attaquent. Tu es devenu tellement égoïste. Tu n'es plus la personne que je connaissais. Tu as changé, et pas dans le bon sens. Avant, tu te souciais des autres. C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Car ceux-là même qui ont bénéficié de votre absorption inconsciente vous punissent maintenant d'être devenus conscients. Voilà ce qu'ils veulent vraiment dire. Retournons à notre rôle d'amortisseur émotionnel. Recommençons à porter ce que nous ne voulons pas porter. Revenons à notre petite taille pour rester à l'aise. Et une partie de toi veut céder. Parce qu'au moins, quand tu absorbais inconsciemment la douleur de tout le monde, les gens t'appréciaient. Ils avaient besoin de toi. Tu te sentais utile, même si cela te tuait à petit feu. Mais voici la dure vérité. Ils ne vous aimaient pas. Ils aimaient ce que vous faisiez pour eux. Ils aimaient avoir quelqu'un qui prenait en charge leur travail émotionnel sans rien demander en retour. Ils aimaient avoir un dépotoir qui ne se plaignait jamais. Dès l'instant où vous commencez à leur demander de gérer leurs propres émotions, leurs propres problèmes, leur propre croissance, ils révèlent qui ils sont vraiment. C'est le concept de travail de l'ombre de Jung en action. Lorsque vous refusez de porter leur ombre, ils sont obligés de l'affronter eux-mêmes. Et la plupart des gens feront tout pour éviter cette confrontation, y compris essayer de vous culpabiliser et de vous ramener à l'inconscience. Et si je perdais mon empathie, vous demandez-vous peut-être? Et si fixer des limites me rendait froid et déconnecté? Voici la vérité révolutionnaire. Les limites conscientes ne diminuent pas votre empathie, elles la purifient. Lorsque vous ne vous laissez pas submerger par les émotions des autres, vous pouvez les percevoir suffisamment clairement pour les aider. Pensez aux meilleurs thérapeutes, aux guérisseurs les plus efficaces, aux mentors les plus sages que vous ayez jamais rencontrés. Ils ne prennent pas votre douleur en charge, ils la laissent de la place. Ils la voient clairement, la comprennent profondément, mais ne l'absorbent pas dans leur propre corps. Ce n'est pas froid, c'est habile. C'est la différence entre être un guérisseur blessé et être un guérisseur conscient. Mais tu es terrifié à l'idée d'exercer ce pouvoir, n'est-ce pas? Car le pouvoir implique des responsabilités. Cela signifie ne plus pouvoir jouer les victimes lorsque les relations deviennent difficiles. Cela signifie assumer ses choix au lieu de blâmer sa sensibilité. Cela signifie admettre que peut-être, juste peut-être, vous avez utilisé votre absorption pour éviter de vous occuper de vos propres problèmes. Il est plus facile de se concentrer sur les problèmes des autres que d'affronter son propre travail d'ombre. Ceux qui accomplissent cette transformation sont ceux qui peuvent accepter cet inconfort. Ceux qui supportent d'être détestés parce qu'ils fixent des limites. Ceux qui privilégient la croissance au confort, la conscience à l'approbation inconsciente. Mais même si vous résistez aux réactions négatives des autres,
Vous devez affronter les pièges que vous pouvez vous tendre. Jung a mis en garde contre 3 pièges spécifiques pour le percepteur en développement. Le piège de l'inflation. Vous devenez arrogant. Vous vous identifiez tellement à votre don que vous commencez à croire que vous êtes un prophète destiné à sauver tout le monde. Le piège du sevrage. Vous faites le contraire en utilisant votre perception comme excuse pour vous retirer du monde inconscient, devenant un ermite spirituel vaincu par la vie. Le piège d'aide. Vous devenez accro au fait d'être nécessaire, définissant toute votre identité par votre capacité à voir pour les autres, et vous vous perdez complètement. Éviter ces pièges internes et le test final est crucial pour devenir un véritable pionnier de la conscience. Car de l'autre côté de cette résistance se cache quelque chose d'extraordinaire. Mais voici la différence. Vous le voyez avec compassion plutôt qu'avec jugement. Parce que vous avez fait votre propre travail d'ombre, vous n'êtes plus horrifié par leur dysfonctionnement. Vous le reconnaissez comme humain, et comme vous ne vous laissez pas submerger par leurs émotions, vous pouvez être présent pour eux comme jamais auparavant. Vous pouvez poser les bonnes questions. Vous pouvez leur offrir un soutien sincère. Vous pouvez leur laisser de l'espace pour grandir sans vous sacrifier. Voici à quoi ressemble la perception consciente en action. Vous devenez une présence bienfaisante, simplement en étant pleinement vous-même. Limite intacte, conscience aiguë, cœur ouvert. Votre environnement de travail se transforme également. Au lieu d'être la personne accusée de signaler les problèmes, vous devenez celle qui voit des solutions que les autres ignorent complètement. Comme vous n'êtes plus réactif, vos collègues commencent à vous faire confiance. Ils viennent vers vous, non pas pour se décharger de leurs émotions, mais pour acquérir une perspective authentique. Vous devenez ce dont les organisations ont désespérément besoin, mais qu'elles trouvent rarement. Quelqu'un qui peut voir clairement l'ensemble du système et l'aider à évoluer. Mais le changement le plus profond se produit dans vos relations. Ceux qui vous exploitaient émotionnellement se transforment ou se retirent de votre vie. À leur place, des individus apprécient votre don sans l'exploiter. Vous attirez des gens qui font aussi leur propre travail, qui comprennent que la véritable intimité vient de 2 personnes entières, qui se choisissent l'une l'autre, et non d'une personne qui absorbe la douleur non traitée de l'autre. Votre sensibilité devient votre super pouvoir plutôt que votre faiblesse. Vous percevez les besoins des autres avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Vous voyez chez les autres un potentiel qu'ils ne voient pas en eux-mêmes. Vous savez naviguer dans des dynamiques sociales complexes avec grâce et sagesse. C'est là votre véritable vocation. Ne pas être le dépotoir émotionnel de la société, mais son vecteur de conscience. Aider le collectif à voir ce qu'il refuse de reconnaître. Maintenir la tension entre confort et épanouissement. Rendre l'inconscient conscient. Jung a compris que les gens comme vous ne sont pas faits pour se fondre dans la masse. Vous êtes censés servir de pont entre le conscient et l'inconscient. Vous êtes des chamans, des guérisseurs, des voyants. Non pas au sens mystique du terme, mais au sens le plus pratique qui soit. Vous aidez les autres à se réveiller en restant vous-même éveillé. La question n'est plus de savoir si vous avez ce don. Vous l'avez. La question est, qu'allez-vous en faire? Êtes-vous prêt à cesser d'être le bouc émissaire de la société et à devenir son pionnier de la conscience? Êtes-vous prêt à transformer votre plus grande source de souffrance en votre don le plus puissant? Le monde a besoin de gens comme vous pour prendre leur pouvoir. Pas demain. Aujourd'hui. De l'autre côté de cette résistance se trouve quelque chose d'extraordinaire. En parvenant à cette transformation, en apprenant à maîtriser consciemment votre perception au lieu de vous laisser submerger par elle, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même. Vous devenez ce que Jung appelait un pionnier de la conscience,
Laissez-moi vous donner une idée de ce à quoi cela ressemble réellement. Vous rejoignez ce même dîner de famille dont nous avons parlé. Mais maintenant, au lieu d'absorber l'attention et de la ravaler, vous percevez clairement le schéma. Vous comprenez pourquoi papa boit, pourquoi maman surcompense, pourquoi vos frères et sœurs se déconnectent émotionnellement. Vous voyez le traumatisme générationnel se transmettre inconsciemment.